Grand Fougeray est réputé pour son impressionnant donjon du XIVe siècle. Il est le principal témoin d'un château médiéval, démantelé en 1598 et dont les ruines servirent ensuite de carrière. La construction du château moderne, au milieu du XVIIIe siècle, fut au coup de grâce. Les vestiges furent alors arasés et d'importants terrassements réalisés, transformant les lieux pour l'agrément du nouveau propriétaire. Par bonheur, le donjon fut toujours respecté. Donc, la tour du Guesclin, pour moi, c'était un terrain de jeu quand j'étais enfant. Et on s'est toujours posé des questions qui sont encore d'actualité. Comment était le château à l'époque? Et alors moi je passais tous les jours d'école, puisque je suis né au Coudray et l'école que j'ai fréquentée en primaire se trouve derrière moi là, en ce moment. Donc comme on allait à pied, on passait par là, c'était plus court, donc c'était pour nous aussi un terrain de jeu. Combien du Guesclin sont nés les gens de mon époque? En effet, la tour doit son nom et sa notoriété à du Guesclin, qui y accomplit un exploit, prenant le château avec quelques compagnons déguisés en bûcherons. Les illustrations représentant ce fait d'armes sont nombreuses, plaçant la scène dans un château fort rêvé, puisque personne ne savait à quoi il ressemblait. Ensuite, c'est l'imagination qui fait, on se disait, voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on a affaire à des archéologues qui sont sur place et qui vont essayer de trouver ce que nous, on cherchait depuis longtemps. La commune a pour objectif de mettre en valeur le site, avec en particulier des représentations du château originel aussi crédibles que possible. Challenge que le Sérapar relève en s'appuyant sur une étude topographique et documentaire approfondie des lieux. Oui. D'abord, que reste-t-il comme vestige de l'enceinte médiévale? Un segment de courtine au nord, une base de tour au sud. En cherchant sous la végétation au bout du segment de courtine, on découvre la base de la tour d'angle nord-ouest de l'enceinte. Et puis, c'est tout. Heureusement, un plan des vestiges au XVIIIe siècle a été retrouvé et recopié. Ce plan avait précédé la construction du château moderne et l'arasement général de l'enceinte. Seul le côté sud était encore bien tracé, mais c'est un apport fondamental. D'importants fossés, aujourd'hui comblés, renforçaient la défense sur les faces ouest et sud. Maintenant, confrontons ce plan avec le relevé topographique des vestiges actuels, ici en rose. La correspondance est assez bonne, validant la qualité de ce plan du XVIIIe siècle et permettant de faire la synthèse de ces deux sources. La superposition de cette synthèse avec le cadastre actuel est également satisfaisante. Reste quand même une zone vierge de tout repère, le quart nord-est de l'enceinte et le voisinage du donjon. C'est là que le texte d'un aveu de 1747 nous donne une précieuse indication. Il y est indiqué que l'enceinte joint le donjon, tout en étant séparée de celui-ci par un fossé, qui l'entoure et communique avec l'eau de l'étang. Autrement dit, le donjon était extérieur à l'enceinte, très proche de celle-ci, et les pieds dans l'eau de l'étang. Ce n'est pas très courant, mais nous en avons la confirmation en visitant la fosse où aboutissent les latrines du donjon, dans les profondeurs de celui-ci. Cette expédition quasi spéléologique nous permet de voir que l'ouverture d'évacuation est bouchée et située au-dessous du sol actuel. Le terrain autour du donjon est donc un remblai tardif qui a comblé l'étang autour de celui-ci. Ces observations nous permettent maintenant de compléter le quart nord-est du plan, avec, en assuré, les hypothèses de reconstitution. Mais comment s'effectuaient les communications avec ce donjon extérieur à la courtine? Il y a l'entrée principale du rez-de-chaussée, avec les deux fentes pour le pont-levis, qui permettaient de franchir le fossé en eau. Mais deux autres ponts-levis piétonniers sont visibles, un au deuxième étage vers l'ouest, l'autre au premier étage vers le sud. Ils permettaient de rejoindre le sommet de la courtine, très vraisemblablement.
Cette disposition particulièrement sophistiquée va avec une muraille nécessairement proche du donjon sur ses faces ouest et sud. L'ensemble du périmètre de l'enceinte étant approché, en voici une hypothèse de restitution en vue aérienne au zénith. Nous avons dit que seul le donjon avait traversé les siècles, mais en regardant de près, pas tout à fait. En effet, l'examen du dernier étage actuel indique qu'il était surmonté à l'origine d'un autre niveau. Au dernier étage, un petit escalier en colimaçon permettant d'y accéder est interrompu. Ce n'est pas un abandon à la construction, mais visiblement une destruction postérieure. On distingue également un redent dans le mur du donjon sous la charpente, qui supportait un plancher supplémentaire. Il y a eu démontage du dernier niveau à une époque indéterminée. Finalement, on peut restituer le château originel sous tous les angles, avec naturellement quelques extrapolations et hypothèses pour combler les lacunes. Si le donjon est impressionnant, il devait l'être encore plus augmenté de son étage supplémentaire et dégagé de son terre-plein à la base. L'enceinte de 420 mètres de pourtour et sa cour intérieure de plus de 6000 m² de surface faisait du château de Fougeray une forteresse d'importance, tenant son rang dans la chaîne des places fortes, protégeant les marches de Bretagne. L'entrée principale se situait ici, nous indique le plan du XVIIIe siècle, et c'était une tour-porte. Voilà qui permet de découvrir avec un autre œil la tour du Guesclin, en visualisant l'environnement défensif complexe de ce donjon.